Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien à l'heure où la Centrafrique traverse une actualité chargée. On va y revenir, mais d'abord la COP26. Vous étiez à Glasgow. La Centrafrique est loin d'être un gros pollueur. D'ailleurs, près de 40% de votre pays est constitué de forêts. Êtes-vous satisfait, confiant des premiers échanges ? Comme vous l'avez dit, nous faisons partie du bassin. Nous avons du bassin du Congo, qui est l'un des massifs forestiers, le deuxième après celui de l'Amazonie, oui, où aujourd'hui nous travaillons pour la préservation et la conservation. Et en participant donc justement à la COP26, nous voulons faire entendre notre voix, surtout dans le domaine de l'adaptation où nous travaillons pour la préservation des écosystèmes, mais les pays développés et pays riches qui avaient fait des promesses de nous aider dans le cadre, pour nous aider à financer ces activités, ou aussi dans le cadre de transfert de technologies, devraient pouvoir tenir leur engagement pour nous permettre de poursuivre dans ce grand challenge mondial. Voilà. Monsieur le Président, pendant que vous étiez à Glasgow, 10 casques bleus égyptiens ont été blessés par balle lundi dernier par des tirs des éléments de la garde présidentielle. Vos hommes, donc, comment expliquer cette bavure militaire ? Je voulais d'abord compatir pour la jeune fille de 16 ans centrafricaine qui a été heurtée, qui est décédée de suite de cet accident. Nous voulons aussi compatir pour les 10 soldats casques bleus qui ont été blessés dans le cadre de cet incident malheureux. Et je pense que les responsabilités, il faudrait qu'on dégage à travers une enquête conjointe. Parce qu'ils étaient non armés, hein, les casques bleus. Comment pouvait-on savoir s'ils étaient non armés dans un véhicule où ils rentrent dans un périmètre de sécurité où il y a quelque temps, il y avait un arrêté du ministre de l'Intérieur et aussi comme ils n'ont pas obtempéré donc à la demande d'un des agents, et je pense que dans la précipitation ils heurtaient. Mais je crois que nous devions, avec les autorités des Nations Unies en Centrafrique, essayer de nous attabler pour essayer de voir les responsabilités. Mais je dois dire que la République centrafricaine n'a pas de velléité, et bien au contraire, travaille pour soutenir les actions de la MINUSCA. C'est un incident malheureux qu'il faudrait dégager évidemment les responsabilités et nous asseoir. Oui, les enquêtes sont en cours au niveau de nos services. Monsieur le Président, à cette présence russe bien installée en Centrafrique aujourd'hui, vous disiez sur RFI que les instructeurs russes étaient là à l'origine pour aider les soldats à utiliser les armes russes face à l'avancée des rebelles. Or, aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas que des instructeurs, il y a des combattants du groupe Wagner. Est-ce que la mission russe a évolué en cours de route, Monsieur le Président ? Mais écoutez, pourquoi j'ai eu à répondre de cette question à plusieurs reprises ? Pourquoi on veut toujours nous enfermer dans ce débat Wagner et autres ? Parce que c'est une question importante qui touche la Centrafrique aujourd'hui. Non, la République centrafricaine aujourd'hui a beaucoup de défis. Et il faut parler des vrais défis. Les vrais défis sont les défis de développement. Les vrais défis sont les défis de sécurité. Les vrais défis sont des défis de stabilité. Et nous devrions parler de ces questions. Par rapport à ces combats, est-ce que ces combats font partie de la coopération que vous avez signée avec la Russie ? Non, vous savez que la Fédération de Russie nous avait envoyé des instructeurs aussi parce que sur, disons, recommandation du comité de sanctions, nous avons fait une requête parce que nous sommes sous embargo et que la Fédération de Russie a accepté de nous donner des armes et de manière bénévole et avec l'approbation du comité de sanctions pour que des instructeurs viennent initier nos FACA, nos militaires, à l'utilisation de ces armes.
Mais aujourd'hui, ils combattent aussi sur le terrain. Mais vous comprenez que les choses évoluent. Qu'est-ce que nous voulons en Centrafrique? C'est un pays qui est confronté à un certain nombre de défis sécuritaires. Le plus récent, c'est le 27 décembre. Vous savez que nous devions aller aux élections. Et il y a une rébellion qui s'est constituée et qui commençait à prendre des villes, à poser des actes de violence, empêchant les Centrafricains d'aller voter. Nous étions confrontés à cette volonté de déstabilisation des institutions républicaines. Moi, en tant que chef d'État, élu par la population, que dois-je faire? Je dois tout mettre en œuvre pour protéger les institutions de la République, protéger les Centrafricains et leurs biens et tous les étrangers qui s'y trouvent. Alors, donc, j'ai fait appel. Ces forces sont accusées d'exaction aujourd'hui, que vous avez reconnu. J'ai demandé à tous les amis, à tous ceux qui pouvaient aider la République centrafricaine à protéger ses institutions, à protéger sa population et à protéger tous les étrangers qui vivent en République centrafricaine. J'ai une réponse positive de la Fédération de Russie, une réponse positive aussi du Rwanda, qui a envoyé des troupes, mais aussi la France a fait 2 survols d'avions. Il n'y a pas que la Russie à qui nous avons demandé tout le monde. Parce que nous faisons face à une situation de déstabilisation, à une situation de violence, à une situation empêchant les Centrafricains de remplir leurs devoirs. Mais quand il y a des exactions qui sont commises par ces nous avons été informés. Jusqu'où iront-ils? Nous avons été informés de types d'exactions. Il n'y a pas que les forces, les FACA ou les alliés qui nous ont soutenus. Dans le rapport, c'est un grand rapport. La majorité des exactions dont on a rapporté venaient de la part des groupes armés. Et aussi. Donc, la majorité. Hein, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Si, il y a eu des rapports aussi sur ces rebelles qui ont commis des exactions. Dès que nous étions les forces armées centrafricaines Dès que nous étions au courant, j'ai donné des instructions au ministre, au ministre de la Justice de mettre en place une commission d'enquête spéciale pour aller d'abord vérifier si les faits allégués ont véritablement eu lieu et ainsi de suite. Cette commission a travaillé parce que nous sommes dans un régime démocratique. Il y a aussi toutes les institutions qui fonctionnent. Il y a la justice qui doit faire son travail. Donc, selon les experts de l'ONU, Wagner est accusé de harcèlement de civils et dénombrer ces violences, dit ces experts de l'ONU, est quasi impossible car les survivants sont terrifiés à l'idée de saisir la justice par crainte des représailles. Vous avez dit que ce sont les experts. Mais comment nous allons aller dans les faits si ce n'est pas porter cette affaire au niveau judiciaire? Il faut que les institutions judiciaires, ce sont celles-là qui sont chargées de dégager les responsabilités et aussi de penser à la réparation des victimes et de savoir il n'y a que ça. Monsieur le Président, votre homologue français, Emmanuel Macron, a dit que vous étiez l'otage des mercenaires. Que répondez-vous à cela? Non, mais bon, je ne veux pas répondre au propos de Monsieur Macron, ça l'engage. Mais personnellement, je ne suis l'otage de personne. Quand il parle de confiscation de la capacité fiscale... Je suis élu par le peuple centrafricain. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la confiscation des capacités fiscales de votre pays? Non. Est-ce que vous avez des arriérés de paiement avec la Russie, par exemple? Non. Il n'y a pas question d'arriérés de paiement avec la Russie. Et les Russes ne se payent pas sur les ressources douanières ou sur les matières premières? Pas du tout. Les Russes qui étaient là-bas, il n'y avait qu'au moins une dizaine, pour être plus précis, 13, qui étaient là sur des points pour aider à diagnostiquer, à voir comment on peut nous aider à améliorer la prestation de notre douane. Et vous diriez qu'il y a une infantilisation il ne pose pas d'acte douanier. De la Centrafrique. Et vous savez que les recettes douanières, mais c'est payé à la banque. Ce n'est pas les Russes qui prennent ces ressources. Monsieur le Président, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une infantilisation de la France? Il y a beaucoup de désinformation. Je ne sais pas pourquoi, mais on gonfle une situation pour discréditer, infantiliser les autorités centrafricaines. Non. Et on vous donne la parole pour que vous vous exprimiez là-dessus, c'est important. C'est pour ça. Quel est l'avenir de vos relations avec la France?
Mais vous savez que nous avons avec la France une relation historique. C'est depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, bon, notre volonté, la représentante africaine, vous savez que nous sommes un pays fragile, nous sortons de conflits, nous tendons la main à tout le monde. Nous voulons que nos partenaires, nos amis, nous aident à sortir de cette situation. Et c'est là le vrai problème. La vraie question se trouve à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons une représentante africaine stabilisée. Nous voulons une Centrafrique en paix. Nous voulons une Centrafrique aujourd'hui et qu'il n'y ait plus que nos enfants aillent à l'école. Nous avons besoin qu'on nous aide aussi dans la lutte contre le Covid. Nous voulons également, nous avons beaucoup d'autres préoccupations. C'est ça la vraie question. Et aujourd'hui, nous demandons à tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et je ne cesse de le répéter. Il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, je ne vois pas... Mais on fait la Russie contre la France, non. Ce débat-là, nous ne voulons pas... La Centrafrique n'est pas un terrain de bataille entre les grandes puissances. Nous ne sommes pas intéressés par ce débat de contre qui, contre... Non, nous voulons que nos amis nous aident. Tout ce que vous avez mis en place, Monsieur le Président, malgré cette présence russe aussi que vous avez fait venir, le cycle des violences ne s'arrête pas. On l'a vu à Bambari. On l'a vu à Bambari il y a quelques semaines. 30 personnes ont été tuées. La semaine dernière, 5 personnes ont été tuées à Cabo. Cette violence des groupes armés, n'est-ce pas une manière de vous pousser à inclure ces groupes armés dans le dialogue national? Non, je reviendrai là-dessus. Mais je vous dis qu'il y a une nette amélioration de la sécurité. Il y a une nette amélioration parce qu'à l'époque, depuis la fin de l'année 2020 ou pendant les élections, les groupes rebelles étaient aux portes de Bangui, au PK12, au PK9, ils étaient là. Aujourd'hui, grâce au soutien des FACA et de leurs alliés, la MINUSCA également, nous avons pu repousser ces groupes, qu'aujourd'hui, une bonne partie du territoire est sous le contrôle de l'État. C'est fait isolé. On ne peut pas dire que ce n'est pas comme une baguette magique, aujourd'hui on décide et puis la paix revient comme ça. Non. Il y a un travail à faire. Pourquoi ne pas inclure ces groupes armés, les principaux concernés par cette instabilité, dans le dialogue national? Est-ce qu'il ne faut pas discuter avec eux? Mais le dialogue avec les groupes armés n'ont pas cessé. Il y a un dialogue permanent avec les groupes armés. Vous discutez avec François Bozizé, par exemple? Vous avez été son Premier ministre. Je vous explique. François Bozizé, aujourd'hui, vous pouvez discuter depuis l'accord politique qui avait été discuté à Khartoum, signé à Bangui le 6 février 2019, nous avons un cadre que nous appelons la PPRCA avec les groupes armés. Il y a un mécanisme de dialogue permanent avec les groupes armés. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne trompe pas l'opinion en disant qu'on ne veut pas dialoguer. Non, il y a un dialogue, il y a un cadre. Et nous pensons que c'est ce cadre-là qui va nous amener vers la paix. Maintenant, en revenant à la CPC, la coalition des patriotes pour le changement, que dirige l'ancien président François Bozizé, avec la déclaration de Kamakota, des groupes armés qui étaient d'abord dans le cadre de l'accord politique. Il a réussi à les mobiliser à travers la déclaration de Kamakota, de les faire sortir de cet accord. Aujourd'hui, avec la feuille de route de Luanda, certains de ces responsables, y compris l'ancien président Bozizé et les autres, les Bobo, les Al-Khatim et tout ça, ils ont fait des déclarations pour dire qu'ils reviennent. Donc aujourd'hui, vous nous confirmez que ces discussions auront lieu et vous continuez à discuter. Et bien entendu, le dialogue inclusif va se faire. À cause de cette résurgence des violences armées et aussi la crise sanitaire, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies estime que plus de la moitié de la population aura besoin d'une assistance humanitaire en 2022. Vous, Président, comment allez-vous gérer cette situation? Mais voilà l'un des défis de la République centrafricaine. C'est pour ça que je vous demande, et je demande de ne pas continuer à nous enfermer dans les débats Wagner et autres. Là, ça, c'est les vraies questions. Aujourd'hui, nous faisons face à un défi humanitaire sur lequel nous devions travailler. Et nous demandons à nos compatriotes, surtout ceux qui ont les groupes armés, de comprendre la souffrance du peuple centrafricain. Il ne peut pas continuellement prendre le peuple centrafricain en otage. Nous voulons la paix pour
justement répondre, résoudre ces défis, hein, comme vous l'avez mentionné, les défis humanitaires, les problèmes de développement. Nous devions travailler sur les secteurs sociaux de base, sur la santé, l'éducation, les routes, parce que c'est ça, sont les vrais problèmes.